Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette pression légère, presque imperceptible, juste ici, 3 doigts sous le sternum, comme si quelque chose d'immense appuyait doucement contre ta cage thoracique depuis l'intérieur. Ce n'est pas de la faim, ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose que les mots du quotidien n'arrivent pas vraiment à nommer. Tu l'as ressenti un soir, peut-être, en levant les yeux vers un ciel sans nuages et en réalisant, vraiment réalisant, que ces points lumineux ne sont pas des décorations, qu'ils sont réels, qu'ils sont là depuis des millions d'années. Et que toi avec tes préoccupations, tes projets, tes espoirs, tu existes sur un grain de poussière qui flotte en silence dans un vide si immense que le mot immense lui-même semble ridiculement insuffisant. Est-ce que tu sais ce que Feynman ressentait dans ces moments-là? Pas de la peur. Non, non, non. Il ressentait quelque chose d'encore plus vertigineux, de la curiosité. Une curiosité si féroce, si physiquement présente, qu'elle lui brûlait derrière les yeux, là où la journée s'accumule et où les questions refusent de dormir. Écoute, avant qu'on puisse parler de Mars, avant qu'on puisse parler des trous noirs et de ce qu'ils révèlent sur la nature même du temps et de l'espace, il faut qu'on s'arrête une seconde. Il faut qu'on comprenne quelque chose d'essentiel, quelque chose que la plupart des gens évitent de regarder en face parce que c'est trop grand, trop écrasant, trop inconfortable. Mais Feynman, lui, il aimait l'inconfort. Il aimait les questions qui font mal. Il disait que si une question ne te dérange pas un peu, c'est qu'elle n'est pas encore assez bonne. Alors voilà la question. Et si tout ce que l'humanité a construit, tout ce qu'elle a aimé, tout ce qu'elle a pensé, rêvé, chanté, calculé depuis les premières peintures rupestres jusqu'aux dernières équations de physique quantique, et si tout ça disparaissait demain sans laisser la moindre trace dans l'univers? Pas une cicatrice, pas un écho, rien. Est-ce que ça te trouble quelque part dans la poitrine, cette idée? Est-ce que tu sens cette légère contraction derrière le sternum revenir? Bien. Parce que c'est exactement là qu'on doit commencer. Imagine une nuit de juillet. Tu es allongé dans l'herbe, quelque part loin des lumières de la ville, et le ciel au-dessus de toi est d'un noir absolu, parsemé de milliers de points blancs. La Voie lactée s'étire comme une rivière de lumière froide d'un horizon à l'autre. Tu pourrais rester là des heures. Et tu te demandes, comme tous les humains se sont demandé avant toi depuis des dizaines de milliers d'années, c'est qu'il y a là-haut. Qui d'autre regarde ce ciel en ce moment même depuis un autre coin de l'univers? Y a-t-il quelqu'un? Et si oui, pourquoi n'avons-nous jamais entendu leur voix? C'est une question magnifique, c'est une question terrifiante. Et c'est précisément la question que Feynman aurait posée avec un grand sourire, les yeux brillants, en tapotant les bords d'une table comme s'il jouait des bongos avant de te dire « Très bien, maintenant réfléchissons. Vraiment. Parce que regarder le ciel étoilé, c'est humain. C'est profondément, viscéralement humain. Chaque civilisation qui a jamais existé sur cette planète a fait la même chose. Les Égyptiens, les Mayas, les philosophes grecs, les ingénieurs de la NASA, les enfants dans les cours d'école. Nous levons tous les yeux et nous posons la même question fondamentale. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Mais voilà ce que Feynman aurait ajouté, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regarder le ciel ne suffit pas. Pas du tout. Et si tu veux comprendre pourquoi, la beauté de ce spectacle contient en réalité un avertissement que la plupart d'entre nous ignorons complètement, alors tu dois rester. Parce qu'avant qu'on puisse parler de la vérité sur les trous noirs, et crois-moi, cette vérité va remodeler quelque chose dans ta façon de penser. Il faut d'abord comprendre pourquoi Mars est un problème bien plus complexe qu'on ne le croit. Et avant ça, il faut comprendre quelque chose sur la nature du temps cosmique. 3 fils ouverts, on les résoudra tous. Mais dans l'ordre. D'ailleurs, si l'idée que l'univers est peut-être en train d'essayer de te dire quelque chose te parle, si tu es le genre de personne qui préfère les vraies réponses aux illusions confortables, alors abonne-toi. Oui, vraiment. Parce que ce canal est l'endroit où on fait ce que Feynman faisait de mieux. On prend les questions les plus grandes de l'univers et on les met dans des termes que ton cerveau peut vraiment saisir. Et si tu veux qu'on sache que tu es là, que tu fais partie de ces esprits qui refusent de vivre sans comprendre le cosmos, laisse un commentaire. Dis-nous quelles questions t'empêchent de dormir la nuit. On est curieux. L'univers est curieux et ensemble on est légèrement moins ignorant qu'hier. Maintenant, revenons à cette nuit étoilée et demandons-nous quelque chose que presque personne ne se demande vraiment. Combien de temps encore?
Combien de temps avant qu'un événement que nous ne contrôlons pas, un astéroïde, une éruption volcanique massive, une pandémie d'une violence inimaginable, une guerre nucléaire, viennent effacer cette petite expérience qu'on appelle civilisation humaine? Feynman n'était pas pessimiste. Non, non, mais il était honnête. Et l'honnêteté en physique comme en vie oblige à regarder les probabilités en face. La Terre a déjà connu 5 extinctions massives. 5 fois, la vie a failli disparaître de cette planète. 5 fois. Et à chaque fois, ce n'était pas parce que les espèces concernées n'étaient pas assez intelligentes. C'était parce qu'elles étaient toutes concentrées sur un seul point fragile dans l'espace. Nous, à ce moment, nous sommes exactement dans cette situation. Toute notre histoire, toute notre musique, notre littérature, notre science, nos amours, nos guerres, nos découvertes, nos rires. Tout est sur cette unique bille bleuée qui tourne autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Et cette étoile, notre Soleil, ce n'est pas une exception immortelle. Non, non, non. Dans environ 5 milliards d'années, il se dilatera un géant rouge et engloutira ce qui reste de la Terre. 5 milliards d'années, ça semble loin. Ça semble confortablement lointain. Et pourtant, est-ce que tu réalises que l'âge de l'univers est de presque 14 milliards d'années? Que 5 milliards, c'est un tiers de tout le temps cosmique qui a jamais existé? Et que dans l'intervalle, avant même que les soleils s'embaillent, des dizaines de scénarios catastrophiques peuvent effacer toute trace de nous sans prévenir. Il y a quelque chose dans la gorge quand on pense à ça. Une légère constriction. Un peu au-dessus du sternum, là où l'air s'arrête parfois quand une idée est trop grande pour qu'on l'avale d'un coup. C'est normal, c'est même sain, parce que cette sensation, c'est ce que Feynman appelait le début de la vraie pensée. Et ce n'est pas tout. Oh non, non, parce qu'il y a quelque chose de bien plus perturbant que la mort de notre Soleil. Quelque chose qu'on appelle la paradoxe de Fermi. Et c'est ici que le deuxième fil de notre histoire s'ouvre. Enrico Fermi, physicien brillant, prix Nobel, collègue et ami de Feynman, s'est un jour assis à table pendant le déjeuner et a posé une question en apparence simple. Si l'univers est aussi vieux, aussi vaste, et si les conditions pour la vie sont aussi répandues qu'on le pense, alors où sont-ils? Où sont les autres civilisations? L'univers a eu des milliards d'années pour produire des intelligences qui auraient rien pour coloniser la galaxie entière. Des signaux radio, des sondes, des constructions mégastructurales visibles depuis des années-lumière. Quelque chose, n'importe quoi. Et pourtant silence, un silence absolu, total, qui pèse comme une pierre sur la poitrine au milieu de la nuit quand on y pense vraiment. Est-ce que les civilisations intelligentes s'autodétruisent avant d'atteindre les étoiles? Est-ce que nous allons faire la même chose? Est-ce qu'il existe un filtre cosmique, une barrière que presque aucune espèce ne réussit à franchir? Et est-ce que ce filtre est devant nous ou derrière nous? Feynman aurait souri ici. Il aurait dit « Voilà une vraie question, pas une question confortable, pas une question avec une réponse rassurante, mais une vraie question. Et les vraies questions sont les seules qui valent la peine d'être posées. Mais avant de répondre à cette question, et on y viendra, il faut d'abord qu'on parle de Mars. Parce que Mars est au cœur de ce paradoxe d'une façon que peu de gens comprennent vraiment. Et ici, attention, parce que ce qu'on va dire va peut-être contrarier certaines personnes. Feynman aimait contrarier les gens, pas par méchanceté, non, mais parce que le confort intellectuel est l'ennemi de la découverte. Alors pourquoi n'irons-nous peut-être jamais vraiment sur Mars? Pas techniquement, pas au sens d'un voyage d'exploration, ça, on peut y aller. On peut y aller dans les décennies qui viennent. Les fusées existent ou sont en développement, les trajectoires sont calculées, la physique est connue. La vraie question, la question qui dérangeait, c'est pourquoi y aller en tant que civilisation? Pourquoi coloniser Mars de façon permanente? Et est-ce que Mars peut vraiment nous sauver? Voilà où Feynman aurait tapé du poing sur la table avec un grand rire. Parce que la réponse, quand on la regarde honnêtement, est à la fois fascinante et terrifiante. Mars est à environ 225 millions de kilomètres de la Terre en moyenne. 225 millions. Pour te donner une idée, la lumière, la chose la plus rapide qui existe dans l'univers, met environ 12 à 20 minutes pour parcourir cette distance selon la position relative des deux planètes. Nos meilleures fusées actuelles, avec les trajectoires optimales, mettaient entre 6 et 9 mois pour faire le voyage. 6 à 9 mois dans une capsule, exposée aux radiations cosmiques, à l'absence de gravité, avec un régime alimentaire de sachets en plastique et l'impossibilité de sortir prendre l'air. Et quand tu arrives, tu trouves quoi?
Une planète sans atmosphère respirable, une atmosphère composée à 95% de dioxyde de carbone. Une pression atmosphérique si basse que ton sang littéralement s'évaporiserait si tu sortais sans combinaison. Des températures qui oscillent entre moins 125 degrés la nuit et plus 20 degrés à l'équateur en été et encore rarement. Des tempêtes de poussière planétaire qui peuvent durer des mois et bloquer toute énergie solaire. Et une gravité d'environ 38% de celle de la Terre, ce qui sur le long terme cause des dégâts musculaires et osseux sévères. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas y aller? Non, non, absolument pas. Feynman serait le premier à dire qu'il faut aller là où c'est difficile, mais il ajouterait aussi quelque chose d'important. Il ne faut pas confondre l'exploit avec la solution, et c'est là que le vrai problème apparaît. Atterrir sur Mars, planter un drapeau, faire quelques expériences, ramener des échantillons, c'est extraordinaire. C'est de la science magnifique. Mais transformer Mars en une seconde maison viable pour des millions, voire des milliards d'humains, c'est un projet d'une complexité tellement différente qu'il faut une autre façon de penser pour même commencer à l'envisager. La terraformation de Mars, le processus qui consisterait à modifier son atmosphère, sa température, sa surface pour la rendre habitable, prendrait selon les estimations les plus optimistes plusieurs centaines d'années. Les moins optimistes parlent de dizaines de milliers d'années. Et pendant tout ce temps, les colons vivra sous des dômes pressurisés, dépendant d'une chaîne d'approvisionnement depuis la Terre qui, à chaque fenêtre de lancement, c'est-à-dire environ tous les 26 mois, représente une pari de survie. Et pourtant, Feynman dirait aussi, le fait que c'est difficile est précisément la raison pour laquelle on doit essayer. Pas parce que Mars est facile, mais parce que chaque problème qu'on résout pour vivre sur Mars, chaque avancée en recyclage d'air, en production d'énergie autonome, en médecine pour des environnements extrêmes, chaque solution qu'on trouve nous rend plus capables de survivre n'importe où, y compris ici sur Terre, quand les prochaines catastrophes arriveront. Tu vois leur inversement? Ce qui ressemble à un projet impossible est en réalité le meilleur entraînement pour la survie de l'espèce. Et ce qui ressemble à une solution, rester confortablement sur Terre en pensant qu'on a le temps, c'est précisément le piège. Et ici, on touche à quelque chose que Feynman répétait dans ses cours, dans ses conférences, dans ses conversations informelles autour d'un café ou d'un verre. Il disait que la nature n'a aucune obligation de nous faciliter les choses. Aucune. L'univers ne nous doit rien. Il ne nous a pas créés. Il ne nous aimait pas. Il ne nous détestait pas non plus. Il est simplement là, opérant selon des lois physiques d'une précision et d'une indifférence absolue. Et si nous disparaissons, l'univers continuera de se dilater, les étoiles continueront de naître et de mourir, les trous noirs continueront d'avaler de la matière, et rien, absolument rien, ne remarquera notre absence. Est-ce que tu sais ce poids, cette pression derrière les yeux, là où les certitudes confortables commencent à céder? Bien, parce qu'on arrive maintenant à la partie la plus étrange, la plus vertigineuse, la plus profondément feynmanienne de toute cette conversation. Les trous noirs. Et voilà le troisième fil qui s'ouvre. Parce que pour comprendre pourquoi les trous noirs sont importants, pas juste comme curiosité exotique, mais comme clés de compréhension de notre propre existence, il faut d'abord comprendre quelque chose sur la nature de l'information dans l'univers. Et pour comprendre ça, il faut revenir à une question que Feynman posait souvent à ses étudiants. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Attends, avant de répondre, écoute ça. Imagine que tu tombes dans un trou noir. Ne t'inquiète pas, c'est une expérience de pensée Feynman en adoré. Tu tombes vers l'horizon des événements, cette frontière imaginaire au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Maintenant, depuis ton point de vue à toi, quelque chose d'extraordinaire se passe. Selon la relativité générale d'Einstein, vérifiée expérimentalement avec une précision ahurissante, tu ne ressentirais peut-être rien de particulier en franchissant cet horizon. Pas de mur, pas d'explosion. Pas de panneau disant « Attention, point de non-retour ». Tu passerais simplement à travers et pendant un certain temps, tu continuerais à exister, à observer, à penser, à te demander ce qui se passe. Mais pour quelqu'un qui t'observe depuis l'extérieur, une autre chose se passe. Le temps se dilate de façon extrême à proximité d'une telle densité gravitationnelle. De leur point de vue, tu sembles ralentir, t'étirer, rougir légèrement à cause du redshift gravitationnel et finalement te figer à l'horizon, disparaissant dans l'obscurité non pas brutalement mais graduellement, comme une image qui s'est dissout dans le noir. Deux réalités différentes, deux descriptions cohérentes mais apparemment contradictoires.
Est-ce que ça te donne cette sensation étrange dans la nuque, là où les idées trop grandes finissent toujours par se loger? C'est bien, parce qu'on n'a pas encore mentionné la partie vraiment troublante. Stephen Hawking, en travaillant sur la physique des trous noirs dans les années 70, a découvert quelque chose d'absolument révolutionnaire et de profondément perturbant. Les trous noirs ne sont pas éternels. Ils évaporent, lentement, incroyablement lentement, mais ils évaporent. Ils émettent un rayonnement thermique, ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, un processus quantique qui, sur des échelles de temps astronomiques, finit par réduire un trou noir à rien. Et quand il disparaît, que devient toute l'information, toute la matière qui y était tombée? Est-ce qu'elle est détruite? Est-ce qu'elle est conservée quelque part dans ce rayonnement? Cette question, on l'appelle le paradoxe de l'information des trous noirs, et elle est au cœur d'un débat qui dure depuis des décennies entre les plus grands physiciens vivants. Feynman lui-même, avant sa mort en 1988, s'était passionné pour les questions à l'intersection de la relativité générale et de la mécanique quantique. Ces deux théories, les deux piliers les plus solides de toute la physique moderne, se contredisent. Elles ne s'accordent pas. Et les trous noirs sont précisément l'endroit où cette contradiction devient impossible à ignorer. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Ce n'est pas juste une curiosité académique. C'est le signe que notre compréhension de la réalité est incomplète, que les lois de la physique telles que nous les connaissons ont une fissure à leur centre, et que cette fissure, si on la comprend, si on la colmate avec la bonne théorie, pourrait nous révéler quelque chose de fondamental sur la nature de l'espace, du temps, de l'information, et peut-être même sur la possibilité de voyager entre les étoiles. Feynman disait souvent « Le plaisir de la découverte est dans la question, pas dans la réponse ». Et il ajoutait, avec ce sourire légèrement espiègle qu'il avait, que quelqu'un qui prétend avoir toutes les réponses n'a probablement pas encore compris les vraies questions. Alors demandons-nous, comment un trou noir se forme-t-il vraiment? Parce qu'on l'entend souvent ce mot trou noir. On le voit dans les films, on le lit dans les journaux, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est? Pas juste l'image, la réalité physique. Tout commence avec une étoile, une très grande étoile, au moins 8 à 10 fois la masse de notre Soleil. Cette étoile passait sa vie à brûler de l'hydrogène en hélium en son cœur, un processus de fusion nucléaire qui génère une pression vers l'extérieur suffisante pour contrebalancer la gravité qui essaye d'écraser l'étoile sur elle-même. Pendant des millions ou des milliards d'années, cet équilibre tient. L'étoile brille, et puis le combustible s'épuise. La pression vers l'extérieur diminue, et la gravité gagne. En quelques secondes, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même. En quelques secondes, des millions d'années d'équilibre, et puis l'effondrement en moins de temps qu'il n'en faut pour claquer des doigts. Les couches extérieures rebondissent sur ce cœur, devenu d'une densité inimaginable et explosante vers l'extérieur dans ce qu'on appelle une supernova, une explosion si violente qu'elle peut briller plus que toute une galaxie pendant quelques semaines. Et ce qui reste au centre, si la masse est suffisante, rien ne peut arrêter l'effondrement. Pas la pression des électrons, pas la pression des neutrons. La matière continue de se comprimer jusqu'à atteindre une densité infinie, ce qu'on appelle une singularité. Et autour de cette singularité, l'espace-temps est courbé si intensément que la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière. Rien ne sort, rien du tout. C'est ça, un trou noir, pas un trou dans l'espace, pas un aspirateur. Un objet d'une densité tellement extrême que même la lumière ne peut pas s'échapper de son emprise gravitationnelle. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange, quelque chose que Feynman aurait adoré. Au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius A étoile. Sa masse est d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. 4 millions! Si on remplaçait le Soleil par ce trou noir, le système solaire resterait à peu près le même du point de vue gravitationnel, les planètes continueraient leur orbite. Mais la lumière, la chaleur, la vie, tout ça disparaîtrait. Nous tournons autour du centre de notre galaxie à environ 260 km par seconde et il nous faut environ 225 millions d'années pour faire un tour complet. Un tour complet! La dernière fois que la Terre était à sa position actuelle dans la galaxie, les dinosaures n'existaient pas encore. Est-ce que tu réalises l'échelle? Non, vraiment, est-ce que tu la ressens dans ton corps, pas juste dans ta tête? Cette sensation de vertige juste derrière les tempes, là où l'esprit essaye de saisir quelque chose qui dépasse sa capacité naturelle de représentation. C'est exactement là que Feynman vivait.
pas dans l'angoisse, mais dans cet état d'émerveillement perpétuel devant l'absurdité magnifique de l'univers. Il disait que la science ne fait pas rétrécir le mystère, elle le fait grandir. Chaque réponse ouvre 10 nouvelles questions, et c'est ça qui est beau. Mais revenons au problème pratique, parce qu'on ne peut pas rester dans la contemplation. Feynman ne le supportait pas. Il voulait comprendre, oui, mais comprendre pour faire, pour construire, pour avancer. Alors voici la vraie question. Comment est-ce qu'on voyage entre les étoiles? Comment est-ce qu'on surmonte les distances absurdes qui séparent les systèmes solaires? Et est-ce que les trous noirs ont quelque chose à nous apprendre à ce sujet? L'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, est à environ 4,2 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une à 300 000 km par seconde. 4,2 années-lumière. Avec nos meilleures sondes actuelles, la sonde Voyager 1, lancée en 1977, file à environ 17 km par seconde. Si on la pointait vers Proxima Centauri, il lui faudrait environ 70 000 ans pour y arriver. 70 000 ans. Toute l'histoire de l'humanité moderne représente environ 200 000 ans. 70 000 ans juste pour atteindre notre voisine la plus proche. Est-ce que c'est impossible? Non, non. Feynman n'aimait pas le mot impossible. Il aimait le mot difficile. Et il faisait une distinction importante entre ce que la physique interdit et ce que la technologie actuelle ne permet pas encore. La physique interdit de dépasser la vitesse de la lumière. C'est la limite d'Einstein. Aucun objet ayant une masse ne peut atteindre cette vitesse parce qu'à mesure qu'on accélère, la masse effective augmente et l'énergie nécessaire pour continuer d'accélérer devient infinie avant d'atteindre la vitesse de la lumière. C'est une limite fondamentale de l'univers, pas une limitation technique. Mais la physique ne dit pas qu'on ne peut pas se rapprocher de cette vitesse. Et la physique ne dit pas non plus qu'on ne peut pas tricher avec l'espace lui-même. Voilà quelque chose de magnifique. En relativité générale, l'espace-temps n'est pas un fond fixe et rigide. C'est un tissu dynamique qui peut être courbé, étiré, comprimé par la masse et l'énergie. Et si on pouvait comprimer l'espace devant un vaisseau et l'étirer derrière lui, on pourrait théoriquement se déplacer vers une destination sans que le vaisseau lui-même ne dépasse la vitesse de la lumière localement. L'espace se déplace, pas le vaisseau. C'est ce qu'on appelle le moteur Alcubierre, du nom du physicien mexicain Miguel Alcubierre qui a décrit mathématiquement cette possibilité en 1994. Est-ce que c'est faisable? Honnêtement, avec la physique actuelle, non, pas encore. Le problème principal, c'est que la distorsion d'espace-temps requise par ce modèle nécessite des quantités d'énergie négatives, ce qu'on appelle de la matière exotique, dont nous n'avons aucune preuve d'existence. Pratique une quantité suffisante. Mais, et c'est le mais qui compte, la physique ne l'interdit pas formellement. Et dans l'histoire de la science, la frontière entre théoriquement possible et technologiquement réalisable a été franchie bien des fois de façon inattendue. Feynman avait une règle simple, ne jamais dire jamais à propos de ce que la physique permet, même si la technologie n'existe pas encore. Et ne jamais confondre notre ignorance actuelle avec une limite de la réalité. Et ici, quelque chose d'important. Quelque chose que peu de gens mettaient en relation. Les trous noirs, dans certaines théories, sont associés à des structures appelées ponts d'Einstein-Rosen, ou vers de verre. Un verre de verre serait un tunnel à travers l'espace-temps qui connecterait deux régions distantes de l'univers. L'idée mathématique existe depuis 1935. Einstein lui-même, avec Nathan Rosen, a décrit cette possibilité comme une conséquence des équations de la relativité générale. Mais un verre de verre naturel serait instable. Il s'effondrerait avant qu'une particule puisse le traverser. Et pour le stabiliser, il faudrait encore une fois de la matière exotique avec une pression négative. Alors est-ce que c'est sans espoir? Feynman dirait non. Il dirait que chaque fois qu'une équation de physique fondamentale prédit quelque chose d'étrange, l'univers a une façon de nous surprendre. Le rayonnement de Hawking lui-même, cette évaporation quantique des trous noirs, a été découvert parce que quelqu'un a eu le courage de mélanger deux théories qui n'étaient pas censées se parler. La relativité générale et la mécanique quantique, et de voir ce que ça donnait. Et ça a donné quelque chose de réel, de calculable, de prédit avec précision, la mécanique quantique. Voilà quelque chose qu'il faut aborder parce qu'elle est au cœur de tout ça et parce que Feynman était l'un de ses architectes les plus brillants. La mécanique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Et elle est étrange, pas étrange comme une blague.
étrange comme un cauchemar logique qui fonctionne parfaitement. Feynman lui-même disait « Si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas vraiment. Ce n'était pas de la modestie, c'était une description honnête de la situation. À l'échelle des atomes et des particules subatomiques, les règles que nous connaissons dans notre vie quotidienne ne s'appliquent plus. Une particule peut se trouver dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'on la mesure. Deux particules peuvent être intriquées de telle façon que mesurer l'état de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, même si elles sont à des années-lumière de distance. Un électron ne suit pas une trajectoire précise, il a une probabilité d'être à différents endroits, et cette probabilité ressemble à une onde qui interfère avec elle-même. Est-ce que c'est bizarre? Oui. Oui, absolument. Et pourtant ça marche. Nos smartphones, nos ordinateurs, nos CRM médicaux, les lasers, les panneaux solaires, tout ça repose sur la mécanique quantique. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est de la physique qui alimente le monde moderne. Et ce qui est fascinant, ce que Feynman trouvait absolument délicieux dans tout ça, c'est que la mécanique quantique et la relativité générale sont toutes deux vérifiées expérimentalement avec une précision extraordinaire. Mais elles se contredisent. Elles ne peuvent pas toutes les deux être fondamentalement vraies sous leur forme actuelle. L'une d'elles, peut-être les deux, est une approximation d'une théorie plus profonde que nous n'avons pas encore trouvée. Une théorie de la gravité quantique, une théorie du tout, et les trous noirs sont exactement l'endroit où cette tension est maximale. Où la relativité générale dit quelque chose et où la mécanique quantique dit autre chose. Et où réconcilier les deux pourrait nous révéler des aspects de la réalité que nous n'imaginons même pas encore. Atiende, parce que voilà où ça devient vraiment important pour nous, pour notre avenir, pour la question de savoir si l'humanité survivra ou disparaîtra dans l'indifférence cosmique. Chaque avancée dans la compréhension des trous noirs, chaque progrès dans la physique quantique, chaque millimètre gagné vers une théorie unifiée de la physique, tout ça nous rapproche d'une compréhension des lois fondamentales de l'univers. Et cette compréhension, c'est ce qui rend possible de nouvelles technologies, de nouvelles formes de propulsion, de nouveaux moyens de manipuler l'énergie et l'espace-temps. Pas dans 100 ans nécessairement. Peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 10 000, mais seulement si on ne s'arrête pas. Seulement si on continue à financer la science fondamentale, à former des scientifiques, à valoriser la curiosité, à refuser de se contenter des réponses faciles. Et c'est ici que le paradoxe de Fermi revient. Parce que peut-être, juste peut-être, le silence de l'univers n'est pas dû à l'absence de vie intelligente. Peut-être qu'il y a eu des milliers de civilisations qui ont atteint notre niveau de développement. Et peut-être que la plupart d'entre elles ont échoué à franchir le filtre. Pas parce qu'elles n'étaient pas assez intelligentes, mais parce qu'elles ont fait exactement ce que nous risquons de faire. Elles ont cessé de s'interroger. Elles ont cessé d'investir dans la science fondamentale. Elles ont préféré le confort à la curiosité. Et l'univers, dans son indifférence absolue, les a effacées sans bruit. Feynman disait quelque chose qui résonne comme une alarme dans ce contexte. Il disait que la science est une façon de ne pas se mentir à soi-même. Et que dans un monde où beaucoup de gens, beaucoup d'institutions, beaucoup de gouvernements ont intérêt à ce qu'on se mente à soi-même, la science est l'acte de résistance le plus fondamental qui soit. Alors parlons maintenant de ce qu'on cherche vraiment quand on parle de vie extraterrestre. Parce que c'est peut-être la question la plus profonde de toutes. Et c'est la question que les trous noirs, paradoxalement, nous aident à formuler plus précisément. La vie sur Terre est basée sur la chimie du carbone. Notre ADN, nos protéines, nos membranes cellulaires, tout repose sur la capacité unique du carbone à former des chaînes moléculaires complexes. Et l'eau joue un rôle central comme solvant universel. Mais est-ce que c'est la seule façon dont la vie peut se former? Est-ce que l'univers est assez créatif pour trouver d'autres solutions? La réponse honnête est on ne sait pas. Et c'est magnifique, on ne sait pas. Il y a des milliards de planètes dans la zone habitable de leur étoile, rien que dans notre galaxie. La zone habitable, c'est la distance à laquelle l'eau liquide peut exister en surface. Des milliards. Et on n'a trouvé de vie que sur une seule. Mais on n'a vraiment cherché que sur une. Et même sur cette une, on n'a pas tout exploré. L'océan de la Lune Europe de Jupiter, maintenu liquide sous une couche de glace par les forces de marée, représente peut-être plus d'eau liquide que tous les océans terrestres réunis. Et on n'y a pas encore plongé. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? La vie pourrait être partout. Ou la vie pourrait être rarissime. Et la différence entre ces deux possibilités est l'une des questions les plus importantes que l'humanité puisse poser.
Parce que si la vie est partout et que l'univers est silencieux, alors le filtre, la barrière que les civilisations ne franchissent pas, est probablement devant nous, ce qui serait terrifiant. Et si la vie est rarissime, si nous sommes vraiment seuls ou presque seuls, alors notre responsabilité de survivre et de nous répandre dans l'univers est encore plus immense. Dans les deux cas, la conclusion est la même. On ne peut pas rester sur une seule planète. On ne peut pas se permettre de ne pas comprendre la physique fondamentale. On ne peut pas se permettre de ne pas chercher, d'explorer, d'investir dans la science avec la même urgence que si notre vie en dépendait. Parce que notre vie en dépend, toutes nos vies, toute l'histoire future de l'intelligence dans l'univers, si tant est que nous en soyons les seuls gardiens indépendants. Et voilà où Feynman, ce physicien brillant et rieur, ce joueur de bongos, ce déchiffreur de hiéroglyphes mayas, cet homme qui racontait les quintas à des étudiants de première année avec la même joie qu'à des collègues, prix Nobel, voilà où il rejoint quelque chose de profondément éthique, de profondément humain. Il disait que comprendre l'univers n'est pas un luxe intellectuel réservé aux académiciens. C'est une nécessité. C'est ce qui sépare une espèce qui survit d'une espèce qui disparaît. Revenons une dernière fois aux trous noirs, parce qu'il y a une vérité sur eux qu'on n'a pas encore dite, une vérité qui résout le troisième fil qu'on avait ouvert. La vérité terrifiante sur les trous noirs, ce n'est pas qu'ils sont dangereux, même si un trou noir de masse stellaire à quelques années-lumière de nous serait effectivement une catastrophe. La vérité terrifiante, c'est ce qu'ils nous disent sur notre propre compréhension de la réalité. En 2019, pour la première fois dans l'histoire, le télescope Event Horizon, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète fonctionnant comme un seul télescope de la taille de la Terre, a capturé la première image d'un trou noir. Pas une simulation, une vraie image. Le trou noir au centre de la galaxie Messier 87, à 55 millions d'années-lumière de nous, une masse de 6,5 milliards de fois celle du Soleil. Et là, pour la première fois, on a vu l'ombre, cette zone sombre entourée d'un anneau lumineux de matière surchauffée en orbite à des vitesses relativistes. Feynman n'a pas vécu pour voir ça. Et c'est l'une des grandes tristesses de l'histoire de la physique, parce qu'on peut presque entendre ce qu'il aurait dit. Quelque chose comme « Regardez ça, regardez ce que les équations prédisaient et que nos yeux n'avaient jamais vu, et ça fonctionne, tout correspond. » Est-ce que vous réalisez à quel point c'est absurde et magnifique? Oui. Oui, c'est absurde et magnifique. Et la vérité terrifiante, la vraie, c'est que cette image, ce cercle d'ombre et de lumière, est la preuve que l'univers fonctionne selon des lois que nous avons pu deviner, calculer, prédire, simplement en utilisant les mathématiques et la rigueur intellectuelle. Que la réalité est rationnelle, qu'elle répond à des questions bien posées. Et que les seuls outils qui nous permettent de la comprendre sont la curiosité, la méthode scientifique et le refus catégorique de nous satisfaire des réponses faciles. C'est terrifiant parce que ça signifie que nous pourrions comprendre, que l'accès à cette connaissance est là, à portée de main, si on choisit de l'utiliser. Et que si on ne le fait pas, si on détourne le regard, si on préfère le confort de l'ignorance à l'inconfort de la vraie question, alors notre extinction ne sera pas une tragédie cosmique, ce sera un choix. Voilà la vérité que Feynman portait avec lui, pas une vérité déprimante, une vérité galvanisante. Parce qu'un choix signifie une responsabilité, et une responsabilité signifie un pouvoir. Nous avons le pouvoir de comprendre, nous avons le pouvoir de nous éteindre, nous avons le pouvoir de nous demander pourquoi l'univers est silencieux et de décider que ce silence n'est pas notre destin, mais notre défi. Et maintenant, refermons les fils. D'abord le troisième. Les trous noirs ne sont pas juste des curiosités astrophysiques. Ils sont des laboratoires naturels où les lois fondamentales de la physique sont poussées à leurs limites, où la relativité générale et la mécanique quantique entrent en collision et où la compréhension que nous tirerons finira par nous donner les outils pour comprendre l'espace-temps lui-même, peut-être pour le manipuler un jour. Ensuite, le deuxième. La paradoxe de Fermi n'est pas une question abstraite, c'est un miroir. Il nous renvoie l'image de ce que nous pourrions devenir si nous faisons les bons choix ou de ce que nous pourrions rejoindre dans le silence cosmique si nous faisons les mauvais. Et le premier fil, le plus fondamental, Mars n'est pas la solution finale. Mars est l'entraînement. C'est la première marche d'un escalier dont nous ne pouvons pas encore voir le sommet.
Et même si cette marche est difficile, même si elle demandait des générations d'efforts, des sacrifices, d'investissements scientifiques et technologiques, c'est précisément parce qu'elle est difficile qu'elle vaut la peine d'être gravie. Feynman disait qu'il vaut mieux avoir des questions sans réponse que des réponses sans questions. Et il avait raison, parce que les questions sans réponse nous gardent en mouvement, elles nous gardent curieux, elles nous gardent vivants en tant qu'individus et en tant qu'espèce. Alors voilà ce qu'il te reste de cette conversation. Pas une liste de faits à mémoriser, pas un cours magistral à réviser, mais une sensation, cette pression sous le sternum, ce vertige derrière les tempes, cette chaleur légère dans la poitrine qui ressemble à de la curiosité mêlée d'urgence. Garde-la, ne la laisse pas s'éteindre sous le poids du quotidien et des préoccupations immédiates, parce que c'est exactement ce que Feynman ressentait chaque matin en se réveillant. Cette certitude que l'univers était là, immense et indifférent, et magnifique, et qu'il avait une vie entière pour essayer d'en comprendre un tout petit peu plus. Et si tu pars d'ici avec une seule chose, que ce soit celle-ci, l'ignorance n'est pas une option neutre. Dans un univers qui ne nous doit rien, dans un univers qui produit des astéroïdes et des éruptions stellaires et des variations climatiques et des trous noirs et des extinctions massives avec une régularité impassible, l'ignorance est un choix actif vers la disparition. Et la curiosité, la vraie, celle qui brûle derrière les yeux et qui refuse de se satisfaire de réponses confortables. La curiosité est notre seule assurance-vie cosmique. C'est ça, la vraie leçon de Feynman. Pas les diagrammes, pas les équations même si elles sont belles, pas les prix Nobel. La leçon, c'est l'attitude. C'est ce refus catégorique de fermer les yeux devant l'inconnu. C'est cette conviction que comprendre l'univers n'est pas une activité réservée aux génies dans des laboratoires. C'est l'acte le plus fondamentalement humain qui soit. Et peut-être, juste peut-être, si nous choisissons la curiosité plutôt que le confort, si nous choisissons la science plutôt que l'ignorance, si nous choisissons d'aller vers Mars et au-delà, non pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile, peut-être que dans quelques millénaires, quelque part dans la galaxie, il y aura un être qui lèvera les yeux vers un ciel étoilé depuis une planète que nous aurons atteinte et qui se demandera ce qu'il y a là-haut. Et cette question sera la preuve que nous n'avons pas disparu dans le silence, que nous avons choisi de continuer. Et ça, Feynman l'aurait trouvé absolument magnifique.